Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, au vu des comportements qui précèdent, il nous faut malheureusement temporairement renoncer à comprendre ce qui se passe. Ça paraît lourd de dire ça, mais j'ai bien dit temporairement. Il est possible d'interpréter la mécanique quantique, et j'aurai une série pour ça. Mais celle-ci décrivant un monde, la mécanique quantique, si différent du quotidien, à un tel point qu'on ne peut faire correctement une analyse des interprétations qu'en maîtrisant la mécanique quantique, ce qui n'est pas facile, surtout à un niveau vulgarisé. Par exemple, par où passe l'électron? Eh bien, on ne sait pas. Et la question n'a pas de sens si on ne l'observe pas. C'est la seule chose qui ressort clairement des expériences. Et c'est frustrant. Et en plus, totalement contraire à l'intuition, en tout cas l'intuition classique, qui voudrait que l'on puisse décrire totalement même ce qu'on n'observe pas. C'est une attitude réaliste qui veut que la réalité n'a pas besoin qu'on l'observe pour exister. Qu'on puisse le décrire, même si c'est compliqué. Et que ce n'est pas juste l'électron passe par telle fente. Évidemment, une telle description peut être possible, mais plutôt exotique. Pas très, ne collant pas vraiment au concept classique, et donc plus abstraite. Mais ça reste possible. On doit se contenter de décrire uniquement ce que l'on peut réellement constater et déduire de ces constatations. C'est une attitude plus positiviste. Et ce, à l'aide d'un formalisme adéquat, quitte à revenir plus tard sur la question. Mais pas ici, dans cette série où je ne présente que les bases. Nous allons donc maintenant résumer les conclusions principales de ces expériences, et je vais mettre ces résultats sous une forme telle qu'elles restent vraies, même pour une classe plus générale d'expériences. Nous pouvons écrire plus simplement ce résumé si nous définissons d'abord une expérience idéale. Alors, dans cette expérience idéale, il n'y a aucune influence aléatoire externe, telle qu'une agitation thermique, que nous ne puissions pas prendre en compte exactement. On sera tout à fait précis si on dit que une expérience idéale est une expérience dans laquelle toutes les conditions initiales et finales sont complètement spécifiées. Ce que nous appelons un événement est en général un ensemble particulier de conditions initiales et finales. Par exemple, un électron quitte le canon à électrons, arrive au détecteur et rien d'autre ne se passe. C'est un événement. Venons-en maintenant à notre résumé. Alors ce résumé est essentiellement inspiré du caractère ondulatoire qui a été constaté pour les particules et de fait que les impacts des particules sur la cible ont un caractère aléatoire. C'est le vrai de l'écran dans l'expérience de Young. Les impacts se font aléatoirement. On peut même faire un calcul utilisant les statistiques pour montrer que c'est une distribution la plus aléatoire possible. On en avait parlé aussi dans l'émission des électrons d'une cathode lors de l'effet photoélectrique, où les électrons partent un peu au hasard. Et donc, les règles sont, première règle, la probabilité d'un événement dans une expérience idéale est donnée par le carré du module d'un nombre complexe phi. P égale phi carré. On en avait déjà parlé. J'avais présenté le contexte, j'avais dit qu'ils étaient omniprésents en physique. Bien, voilà. Pas besoin de connaître plus en détail les calculs qu'il y a derrière. Deuxièmement, et alors le nombre phi, est appelé amplitude de probabilité,
ou tout simplement amplitude, quand il n'y a pas de confusion possible. Deuxièmement, lorsqu'un événement peut se produire suivant l'une ou l'autre de plusieurs voies possibles, plusieurs déroulements possibles, l'amplitude pour l'événement, comme les deux formes de l'expérience de Jung, l'amplitude pour l'événement est donnée par la somme des amplitudes correspondant à chaque voie considérée isolément. Il y a interférence. Donc si on a deux voies, on a phi égale phi 1 plus phi 2 pour les deux voies, et la probabilité c'est phi 1 plus phi 2 au carré. Nous en avions aussi parlé. Troisièmement, si l'on réalise une expérience capable de déterminer la voie suivant laquelle l'événement s'est réellement effectué, comme lorsqu'on observait par où passe l'électron. La probabilité de l'événement est la somme des probabilités pour chacune des voies. L'interférence est détruite et on a P égale P1 plus P2. Donc si on ignore quelle voie est empruntée, c'est la somme des amplitudes, et si on sait par quelle voie il passe, c'est la somme des probabilités. En effet, une fois que la voie est connue par un dispositif quelconque, la règle 2 ne peut pas s'appliquer, puisque l'événement qui a pu se produire ne le fait que par une seule voie connue, celle qui est constatée. Alors, j'ai parlé ici de ces règles de probabilité pour qu'un électron arrive en un certain endroit dans des circonstances données. On a implicitement supposé qu'avec notre dispositif expérimental, même avec le meilleur dispositif possible, il est impossible de prédire exactement ce qui va se produire. Nous pouvons seulement prévoir des probabilités. Si cela était vrai, cela signifierait que la physique a renoncé à essayer de prédire exactement ce qui se passe dans des conditions données. Eh bien oui, la physique a renoncé. Nous ne savons pas comment prédire ce qui arrive dans des conditions données. Et nous croyons en fait que c'est impossible. Il y a un réel aléatoire intrinsèque aussi à la physique. Et que la seule chose qui peut être prédite sont les probabilités des différents événements. Il faut admettre que ceci est une restriction à l'ancien idéal, en physique classique, de la compréhension de la nature. Ce résultat est comme je l'ai dit, assez frustrant. C'est assez frustrant. Mais c'est l'expérience qui nous y conduit. Nous n'avons tout simplement pas le choix. La physique décrit le monde, et nous explorons le monde par l'observation, par l'expérience. Et nous sommes obligés d'appliquer une physique qui décrit ce monde. Cela ne peut toutefois pas dire que nous ne pouvons pas comprendre quels sont les tours et détours que la nature a employés pour nous placer dans cette curieuse situation. Et on peut trouver des interprétations, à nouveau, à ce caractère probabiliste. Donc c'est ce qu'explorent les interprétations lorsqu'on maîtrise à fond la mécanique quantique. C'est un peu une situation inhabituelle en physique, parce que lorsqu'on parle, par exemple, de la relativité restreinte ou de la relativité générale, qui est pourtant si contre-intuitive, si éloignée de notre quotidien, il n'empêche que les bases de la théorie que l'on peut décrire, même vulgariser, sont des bases classiques. Et donc, interpréter la théorie n'est pas si difficile. Il y a des pièges, c'est pas toujours évident, mais c'est abordable, sans devoir devenir un expert. Ici, la mécanique quantique décrit un monde si différent, qui est tellement différent de la vie au quotidien, que toute explication classique en est trompeuse, et que donc, on est obligé de comprendre la mécanique quantique avant de l'expliquer, la comprendre à un niveau technique,
Donc la maîtriser, savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle prédit. Et donc c'est une théorie étonnante puisqu'on apprend à l'utiliser avant de savoir pouvoir interpréter ce qui se passe. Mais c'est inévitable parce que nous n'avons pas de point d'ancrage, de point de comparaison dans le quotidien. Voilà, nous quittons l'expérience de Jung dans la prochaine vidéo. Nous parlerons d'incertitude et de complémentarité. Je vous remercie.